On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Nos députés sont maintenant en congé de l'Assemblée nationale à Québec. Fin de session. On fait le bilan de session avec le député de Saint-Jean, Dave Turcotte, qui revient dans le comté pour parler, entre autres, oui, des principaux faits saillants, également de la course au leadership au Parti québécois, départ récent d'ailleurs de Bernard Drinville, mais aussi des principaux enjeux localement, enjeux en matière de santé. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'espace réservé aux fameux laboratoires, mais aussi est-ce que les travaux du Pont-Gouin vont vraiment commencer à la fin du mois d'août, début septembre? Je pense que le député en doute. C'est le moment de dresser le bilan de la dernière session parlementaire à l'Assemblée nationale à Québec avec le député de Saint-Jean, Dave Turcotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Une session éprouvante ou une fin de session éprouvante. Bon, il y avait le projet de loi sur Uber, entre autres. Mais si on avait à résumer l'ensemble de la session parlementaire, quels sont, selon vous, les principaux faits saillants? Bien, c'est sûr que moi, j'ai été aux premières loges d'un projet de loi qui a occupé quand même les éditorialistes et pas tant la population en général que les chercheurs et autres, le projet de loi 70 sur la réforme de l'aide sociale, qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, plus dans les médias papier que les médias électroniques, là, que la télé et autres, mais qui est quand même un projet de loi important du gouvernement. Et moi, comme porte-parole dans ces dossiers-là d'opposition, on a fait pratiquement 85-90 heures sur le projet de loi et nous ne sommes pas encore la moitié du projet de loi de terminer. Et parce que nous nous opposons effectivement là, aux sanctions qui sont imposées Et c'est un projet de loi qui va revenir à l'agenda l'automne prochain? On suppose. Le ministre, dans les derniers jours de session, avait ouvert la porte pour retirer les sanctions. Finalement, dans la dernière journée de la session, a revenu sur sa parole. Et là, on ne sait pas ce qui va arriver cet automne. Quels sont les principaux enjeux de cette réforme de l'aide sociale? Bien, le principal enjeu, c'est d'obliger les nouveaux... Le projet de loi couvre uniquement les nouveaux demandeurs, personne qui n'est pas à l'aide sociale, qui n'a jamais été à l'aide sociale, qui fait sa première demande. Donc, elle sera obligée d'embarquer dans un parcours qui s'appelle Objectif Emploi. Donc, soit pour recherche intensive d'un emploi, soit aller en formation ou développer des habiletés sociales. Mais ça, c'est correct en soi? Exact. Nous, on est d'accord avec ce bout-là. Le problème que nous, on en a, c'est que si une personne, pour une raison, et là, ça sera à la discrétion de l'agent d'aide sociale, on considère que son absence à une formation, à une rencontre, ou un manque de motivation, ou un problème personnel qui fait en sorte qu'elle est moins disponible, elle sera sanctionnée, donc elle aura une pénalité qui ira jusqu'à la couper la moitié du chèque d'aide sociale de la personne. Donc, en ce moment, quelqu'un à l'aide sociale vit avec 623 $ par mois. Donc, nous, on considère que vivre avec seulement 400 $ par mois, c'est pratiquement impossible au Québec. Donc, mais comment faire en sorte que les gens respectent leur engagement à ce moment-là? Si on ne les pénalise pas monétairement, de quelle façon? Nous, on en a contre la pénalité sur le chèque de base d'aide sociale. Pour participer à ce programme-là, la personne reçoit une allocation spéciale. Donc, nous, on n'est pas contre de pénaliser la sanction spéciale, donc l'allocation supplémentaire. On n'est pas contre non plus de dire à une personne, bien, il faut, pour avoir ton chèque d'aide sociale, donc pour avoir droit à l'aide sociale, il faut que tu rencontres quelqu'un à l'aide sociale et avoir ce qui ne se fait pas. C'est assez spécial. Quelqu'un fait une demande à l'aide sociale au Québec actuellement, ne rencontre personne. Ça se fait par téléphone ou par Internet ou par la poste. C'est un peu spécial. Donc, nous, on dit, avant de donner l'aide sociale à quelqu'un, est-ce qu'on peut s'assurer de la rencontrer, de voir c'est quoi son réel besoin, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider davantage? Mais il faut se rappeler aussi qu'à chaque année au Québec, il y a de moins en moins de gens à l'aide sociale. Malgré tout ça, là, on pense qu'il y en a de plus en plus. Il y en a de moins en moins. Chaque année, le nombre diminue parce qu'il y a des créations d'emplois ou parce qu'il y a des emplois de disponibles ou parce que les gens sont plus formés. Donc, réforme de l'aide sociale, donc un gros morceau sur lequel vous avez eu à traiter, mais qui sera reporté à une possible session parlementaire parce que non voté. Puis sinon, c'est la crise au MTQ. Oui. Hein, l'éthique, on l'a vu. Moi, j'ai eu un changement de ministre, Sam Hamad, qui avait déposé le projet de loi sur la réforme de l'aide sociale, entre autres, puis après ça, qui a été retiré du Conseil des ministres pour des problèmes, là, suite à des rencontres privées avec des gens pour avoir une subvention pour une entreprise que la personne représentait. Mais en même temps, ça, c'est en parallèle de tout ce qui se passe au MTQ. C'est grave, là, ce qui se passe là. C'est vraiment inquiétant. Bien, la comparution des deux dames la semaine dernière, disons que c'était la totale. Moi, j'en reviens pas de ça, là. De voir que des gens qui travaillent pour le gouvernement
dénoncent des situations, ont des documents, des preuves, déposent ces documents-là à la police. Là, on s'aperçoit qu'entre-temps, ça a passé par le ministère et que là, il y a des documents qui ont été retirés de la clé USB pour que soit les députés, on ne puisse pas y avoir accès, ou soit que la police n'y ait pas accès. On ne le sait pas encore. Et tout ça, on sait que la sous-ministre, en titre, ne donnait pas toute l'information au ministre que le ministre Poetti demandait. Et M. Poetti, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais c'est quand même un ancien policier. Donc, je crois que personnellement, l'éthique et la lutte contre ce genre de situation-là, contre la corruption ou autre, c'est vraiment un cheval de bataille qui le fait. C'est un peu pour ça qu'il est embarqué en politique. Et là, il se fait tasser comme ministre parce qu'il en savait trop, parce qu'il posait trop de questions. C'est très inquiétant. Et là, de savoir que le premier ministre était peut-être au courant, mais il n'a pas agi. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et c'est sûr que nous, on aurait souhaité d'avoir une semaine de plus pour le Parlement pour avoir le temps d'entendre les autres personnes qui devaient être entendues en commission parlementaire pour pouvoir vraiment faire la lumière sur tout ça. Et les députés libéraux, qui sont majoritaires en commission parlementaire comme au gouvernement, ont dit non, on finit ça, la session finit. Et on n'a jamais fini aussitôt que ça. Mais ce n'est que partie remise, parce que ce dossier-là ne pourra... Ça va revenir en septembre. Autant l'opposition officielle que les médias en soi, que les journalistes vont certainement revenir à la charge. Tout à fait. Parce qu'effectivement, le gouvernement a quand même connu, disons, ces heures difficiles. Bon, d'une part, il y avait un remaniement au début de la session, mais par la suite, l'absence pour maladie de Pierre Moreau, les problèmes de Sam Hamad, vous l'avez dit tantôt. Et du ministre de la Culture aussi, qui a été absent pour des problèmes de santé lui aussi. C'est vrai. Il y a eu un certain nombre là, de ministres qui... les problèmes de M. Hamad, qui ne sont pas encore réglés. Et là, c'est M. Daou qui était sur le grill ces temps-ci, bon, avec le MTQ, avec le projet de loi Hubert. Avec Bombardier. Et des déclarations passées concernant Bombardier ou même concernant Rona. Rona aussi. C'est lui, c'est son vignoble qui l'intéresse. Oui, c'est ça. Donc, M. Daou, disons, va-t-il se rendre jusqu'au mois de septembre? L'avenir nous le dira. Mais bref, le gouvernement a connu, disons, ces heures difficiles. Et si on fait juste revenir rapidement sur Hubert, parce qu'ultimement, le gouvernement a imposé le bâillon là-dessus. Oui. Et dans le fond, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tout ceci se résumait à peu près à un amendement. Oui. Parce qu'au départ, le Parti québécois était favorable à ce projet de loi-là. Oui, tout à fait. Le projet de loi initial du gouvernement, on était d'accord. Il y avait seulement que la Coalition Avenir Québec qui s'y opposait. Et le ministre, assez fait spécial, c'est assez rare qu'on voit ça, juste avant la période de questions, a déposé un amendement ministériel au Salon Bleu. Habituellement, ça se fait en commission parlementaire, tout ça. Mais là, l'amendement modifiait l'ensemble du projet de loi, ce qui faisait en sorte que, finalement, ça favorisait Uber et au détriment des chauffeurs de taxi. Donc, comme nous considérons qu'actuellement, il y a une disproportion, Uber, il faut se rappeler, là, ne paye pas ses taxes ni ses impôts au gouvernement du Québec. On demande à tous les Québécois, à la classe moyenne, de se serrer la ceinture, mais pendant ce temps-là, on a une multinationale comme Uber qui fait de l'argent sur le dos des Québécois puis qui n'envoie pas son dû au gouvernement. Et là, le gouvernement veut s'asseoir avec eux pour négocier. Nous, on a un gros problème avec ça. Là. Bon. Donc ça résume à peu près, disons, les principaux faits saillants de la session parlementaire. En même temps aussi, ce qui est ressorti, et on l'a vu, et même c'est un peu concours de circonstances, mais les quelques fois qu'on s'est vu dans la dernière année, c'est soit parce que vous avez perdu votre chef qui a démissionné pour des raisons familiales, comme on le sait. Là, pas plus tard qu'au cours des dernières heures avant l'enregistrement de l'entrevue, c'est Bernard Drainville qui a décidé de mettre un terme à sa carrière politique puis de retourner dans les médias. Vous êtes actuellement en pleine course au leadership. Certains analystes sont même allés jusqu'à dire que le Parti québécois, disons, vivait une certaine distraction et que la CAQ, la Coalition Avenir Québec de M. Legault, avait pris, disons, un certain lustre et même M. Legault se voyait déjà remplacer le gouvernement. Est-ce qu'il est vrai de dire que le Parti québécois a eu, disons, beaucoup de distractions pour mener à bien son travail d'opposition officielle versus la Coalition Avenir Québec qui n'était pas là-dedans? Mais là, dans le cas de M. Drainville, ça vient d'arriver. C'est sûr. La session parlementaire est terminée. Moi, je crois que malgré la course à la chefferie du Parti québécois et le départ de M. Péladeau, on a pu continuer à bien faire notre travail d'opposition officielle, de poser des questions. Il faut le rappeler, c'est quand même nous qui avons découvert dans les procès-verbaux sur la question de Rona, que le ministre Daou avait été consulté et qui avait assisté à la réunion du conseil d'administration d'Investissement Québec où, à la Caisse de dépôt, ils ont finalement vendu les actions de Rona. C'est nous qui avons aussi sorti beaucoup d'éléments sur la question de la crise du ministère des Transports du Québec. Je peux vous parler de différentes autres questions que nous avons soulevées et que nous avons fait notre travail.
sur la question du projet de loi de taxi et autres. Si on n'avait pas posé autant de questions, notre collègue Martine Ouellette n'avait pas osé poser toutes ces questions-là, on n'en aurait peut-être même pas eu de projet de loi encore pour régler la question, même si on se l'est fait imposer en bâillon, tout ça. Ouais. En tout cas, il y a eu au moins un travail qui a été fait. Mais est-ce que vous sentez que la Coalition Avenir Québec vous a un peu damé le pion au cours de la dernière session parlementaire en matière de travail d'opposition? Bien, moi, je crois qu'ils font leur travail, on fait le nôtre. C'est dur de comparer, de savoir qui était le plus... On avait des dossiers différents. Moi, je crois que c'est plus ça, parce que chaque parti a aussi ses priorités et ses enjeux. Et il y a aussi des responsabilités qui incombent à l'opposition officielle, qui font en sorte que, selon le grand livre en politique, bien, on n'a pas le choix de poser un certain nombre de questions sur certains éléments, comme la corruption, sur les questions éthiques et autres, qui, bon, la Coalition Avenir Québec a posé moins de questions là-dessus, était plus sur d'autres enjeux. Mais moi, je crois qu'on a quand même bien fait un travail. La question, on pourrait parler des CHSLD, des bains dans les CHSLD. La Coalition Avenir Québec en a parlé, mais nous avons sorti à l'époque aussi des éléments là-dessus. C'est nous, le Parti québécois, qui avons réussi à obtenir un mandat d'initiative de l'Assemblée nationale pour faire la tournée des CHSLD du Québec. Et on a fait un rapport. Mon collègue député de Richelieu, Sylvain Rochon, qui l'a fait. Donc, le travail du Parti québécois a été très présent à l'Assemblée nationale, mais on a aussi voulu être présent sur le terrain. C'est sûr qu'une course à la chefferie fait en sorte que le Parti québécois n'est pas toujours uniquement dans les médias pour critiquer le gouvernement, mais aussi pour proposer. Puis je crois que là-dessus, les Québécois nous demandent aussi de ne pas juste dénoncer, de critiquer ce que le gouvernement fait de pas correct, mais de dire ce que nous pourrions faire et ce que nous voulons faire. Le départ de Bernard Drinville, je comprends que tout le monde est remplaçable dans la vie, mais c'est quand même, c'est une lourde perte. C'est aussi très significatif. Quelqu'un quand même qui avait un ascendant quand même assez important sur le parti, une visibilité, une notoriété aussi importante. Tout à fait. En même temps, on ne peut pas forcer une personne à rester en fonction si le cœur n'y est plus. Dans son cas, dans le cas de Bernard, effectivement, il semblait vraiment être touché et affecté suite au départ de Pierre Karl. Et bon, il sentait moins son rôle évident dans l'organisation du parti. Mais moi, ce que je crois, c'est que c'est une belle occasion pour renouveler le parti. Les gens nous demandent de laisser une place plus grande à la nouvelle génération. On le voit avec les candidats à la chefferie. Quelqu'un comme Alexandre Cloutier, que je suis fier d'appuyer, mais aussi quelqu'un comme Véronique Yvon, qui a démontré, qui a fait ses preuves, mais qui est aussi de la nouvelle génération. Je pourrais parler de M. Plamondon, qui n'est pas député, mais qui est candidat aussi à la chefferie, qui représente la nouvelle génération. Même Martine Ouellette, qui est quand même qui est quand même assez récente en politique. De voir aussi qu'un certain nombre de députés qui se sont joints au Parti québécois dans les dernières années, depuis le début du mandat, notre député de Chicoutimi ou de René Lévesque, c'est des nouveaux apports au Parti québécois. Si on veut former le gouvernement en 2018, il faut être capable de démontrer à la population qu'on est capable de se renouveler. Là, vous avez parlé de M. Cloutier, Mme Yvon, Mme Ouellette, M. Plamondon. Vous n'avez pas parlé de M. Lisée, qui pourtant contribue beaucoup à amener beaucoup d'idées. Oui, Jean-François, effectivement, en termes d'idées, il représente la nouvelle génération, ou en tout cas, il amène un sang nouveau dans les idées, un vent de fraîcheur à certains égards. Force est de constater qu'en termes d'âge et d'expérience, il est quand même là depuis des lustres, pas tant comme député, mais dans l'entourage politique. C'est un peu pour ça que j'en ai pas parlé, parce que effectivement, il apporte quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur des dossiers plus services sociaux, là. Entre autres, les bains dans les CHSLD, c'est lui qui a soulevé cette question-là, puis faire en sorte qu'on... En même temps, ce qui est intéressant dans cette course à la direction, c'est que d'une part, on a une Martine Ouellette qui dit que sur la question nationale, elle veut un référendum le plus rapidement possible. Jean-François Lisée dit non, c'est pas le temps, on doit se concentrer à battre le gouvernement et même à ne pas tenir de référendum à l'occasion du prochain mandat. Dans le cas de Véronique Yvon et d'Alexandre Cloutier, honnêtement, vous me posez la question, je serais incapable de vous dire en ce moment ce que pense Alexandre Cloutier de la question nationale, à savoir s'il y aurait oui ou non un référendum dans un premier mandat. Vous qui l'appuyez, vous répondez quoi à cette question-là? Bien, Alexandre a dit qu'il ne... Lui, la séquence qu'il propose, c'est tout d'abord de faire 8 chantiers. Parce que moi, ce que je crois, c'est que les gens, c'est pas tant de savoir la date du référendum, c'est de savoir pourquoi qu'on veut faire l'indépendance. Ça sert à quoi? Les gens disent, c'est dépassé, pourquoi vous parlez de ça encore? Qu'est-ce que ça va nous donner? C'est pas clair, c'est pas concret.
Les 8 chantiers, c'est sur la santé, on fait quoi? Ça fait quoi l'indépendance? Les douanes, ils vont-tu rester ou ils ne resteront pas? La monnaie, on va-tu garder le dollar canadien ou pas? Les pensions de vieillesse, on va-tu les avoir ou pas? Les oranges, on va-tu pouvoir encore en importer de la Floride? Toutes ces questions-là que les gens se posent depuis des années, le prix de l'essence, etc., etc., etc. La garnison à Saint-Jean, va-tu fermer ou pas? Le collège militaire, on va-tu l'avoir, le statut universitaire ou pas? Bon, Et ça, c'est là, long faire ça, là. bien, Donc, vous êtes en train de dire que si Alexandre Cloutier C'est pas dirige long. un gouvernement du Parti québécois, il n'y aura pas de référendum de Non. premier mandat? Pas vraiment, parce que ce que je dis, c'est, Alexandre, ce qu'il dit, les 8 chantiers, on les met en branle dès maintenant, même peut-être avant, il veut commencer à travailler à ça, même avant la fin de la course, là, parce qu'il faut commencer à réfléchir, et faire en sorte qu'on se donne une période d'1 an pour travailler sur ça, avec des experts, députés, militants. Parce que c'est sûr que Et la par la question va être... suite, Oui, mais... on fait la campagne Ouais. de promotion, on continue à le faire, et avant l'élection, la prochaine élection, on va dire clairement à la population, compte tenu du travail où on est rendu de préparation, parce qu'on a un travail de préparation à faire, est-ce qu'il va en avoir un ou pas? De le dire maintenant, ça ne sert à rien. Mais donc, parce qu'on ne sait Alexandre pas ce qu'on va Cloutier être rendu dit, dans on 2 va ans. le dire si on Avant en fait un ou l'élection. pas avant l'élection. Exact. Parce qu'en même temps, si vous sentez qu'il n'y a pas d'appétit dans la population pour ça, ou même à la limite, s'il y a des gens qui disent, nous, on veut battre le gouvernement, mais si vous êtes pour faire un référendum, on ne votera pas pour vous autres. C'est un argument. Là. Vous êtes dans une course à 3, puis même à 4 avec Québec solidaire qui ramasse des fois entre 8 et 10 du vote. Mais moi, je crois que ce que les gens nous demandent, c'est lors de la prochaine élection, de le savoir, est-ce qu'il va en De le avoir dire un avant. ou n'en avoir pas. Et qu'il n'y ait pas de flou sur la Mais, question. entre-temps, on a un travail à faire pour se préparer, pour être plus clair. C'est la position d'Alexandre, puis je crois que c'est une position sage, parce qu'en politique, tout peut changer. Puis je crois que de se fermer des portes maintenant, quand on ne sait pas qu'est-ce que sera la situation politique dans 2 ans, c'est un peu téméraire. Donc, le prochain chef sera connu le vendredi 7 octobre. Exactement. Et comment ça va fonctionner? Il y a quoi? Il y a seulement un tour de scrutin? Bien, les gens, bon, tout d'abord, les gens doivent être membres du Parti québécois. Oui. Tous les membres du Parti québécois peuvent voter pour la course à la chefferie. 5 par année. Les gens peuvent prendre leur carte jusqu'au 7 septembre pour prendre sa carte de membre du parti pour pouvoir voter. Les gens qui sont membres vont recevoir un NIP. Ils vont pouvoir voter soit par Internet ou par téléphone. Et les gens vont faire, s'il y a 5 candidats à l'heure actuelle, 5 candidats à l'heure actuelle. Donc, si les 5 sont officiels au 30 Ils juin, vont marquer 1, 2, 3, 4, 5? on va faire 4 choix. La personne OK. va faire 4 choix dans l'ordre. Et une personne peut dire, moi, je veux juste faire un choix, puis les autres choix, je ne veux pas en faire. Mais est-ce que le gagnant doit absolument avoir 50 plus 1 Exact. au premier tour? Exactement. Sinon, il y a un deuxième tour. Donc, on prend OK. les candidats qui seront éliminés, qui n'ont pas assez de votes. Ce sera là, les deuxièmes choix des gens qui auront Sensiblement voté pour comme eux. la dernière course. C'est comme en 2005. Ouais. La dernière fois, il y avait 2 tours Ouais. séparés. Donc, s'il n'y avait pas égalité, il y avait une semaine plus tard un Une deuxième semaine plus tour. tard, ouais. Mais là, c'est en même temps. Les gens qui vont appeler ou par téléphone vont faire plusieurs choix. Donc, par ordre de préférence. On appelle ça un système de vote préférentiel. C'est OK. par préférence, comme le nom le dit. Bon. Parlons des enjeux locaux maintenant. Oui. Parlons d'abord du pont Gouin. Bon. À chaque fois qu'on rencontre le maire Fecteau, il nous dit toujours que suite aux discussions qu'il a avec le MTQ, qu'on lui donne toujours l'assurance que les travaux vont démarrer quelque part à la fin août, début septembre. Avez-vous le même son de cloche? Bien, moi, le son de cloche que j'ai, moi, c'est par écrit. Le ministre Daou a finalement retrouvé ma lettre de janvier dernier. C'est un peu le brasse camarade dans ce cabinet-là. Là. Ça ne va pas très bien, puis on comprend pourquoi. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas encore de décision prise au Conseil des ministres. Ça n'a pas encore passé l'étape finale du Conseil des ministres, ce qui fait en sorte que les travaux, c'est pas terminé. Et il n'y a pas encore d'entente conclue avec Parc Canada pour aller de l'avant. Donc, tant qu'ils n'ont pas l'entente avec Parc Canada, on ne peut pas aller au Conseil des ministres. Donc, c'est Donc, comme un le chien. MTQ dit au maire Fecteau, tout est beau, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais la séquence, le ministre, lui, vous dit, c'est pas passé encore au Conseil des ministres. Bien, je ne sais pas ce que le MTQ dit au maire, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une lettre écrite du ministre qui nous est envoyée, qui a été déposée à l'Assemblée nationale au Salon Bleu. Donc, tout l'ensemble des députés ont reçu une copie de cette lettre-là. Et la réponse est très claire. Et le ministre a aussi ajouté, cependant, il faut le dire, que le 18 décembre, je crois, 2018, en tout cas, c'est en décembre 2018, le pont devra être fermé. Donc, c'est la date là, de fin de vie du pont. Donc, le pont doit être terminé de construire le nouveau
pour décembre 2018. On parle d'un chantier de quoi, 1 an et demi à peu près? C'est 2 ans. Presque 2 ans. Donc, on est pas mal serré dans le temps. Là. Puis là-dedans, il y a toutes les périodes de frais là, pour les poissons. L'hiver, il y a des périodes... Si c'est décembre 2018, la fin, il va falloir que ça commence tout automne. Exact. C'est pour ça que moi, je dis qu'il y a un retard. Là. Donc, il faut que... Soit que Parc Canada, là, ça s'enligne, là, parce qu'on dit Parc Canada à cause de la bande du canal et tout ça. Il y a une entente qui doit faire. Mais les études environnementales sont terminées. Ça, on me dit que ça, c'est réglé. La question du financement est là. Il y a eu une entente avec la Ville pour le partage des coûts et tout ça. Donc, c'est Parc Canada. Suite à ça, passer au Conseil des ministres. Fait que ça se peut que ça passe au Conseil des ministres cet été, mais on s'entend, là. Les appels d'offres ne sont pas lancés. Il y a une période, vu que c'est quand même un projet de plus de 100 millions, c'est quand même des appels d'offres plus longs, avec plus de soumissionnaires et tout ça. Donc, moi, je ne crois pas au mois d'août, septembre, pour le début des travaux. Plus, novembre-décembre. C'est ça. Mais ça n'empêche pas qu'au mois d'août, septembre, il peut y avoir le lancement des appels, le processus. Des appels d'offres, là, tu sais. Bon. Va pour le Pont-Gouin. Maintenant, l'hôpital et le fameux laboratoire qui était, semble-t-il, pratiquement prêt au niveau des travaux d'agrandissement. Je sais que vous avez eu certains échanges avec le ministre Barrette. On en est où maintenant avec cet enjeu de laboratoire? Il y a une étude de faisabilité qui est en train de se faire ou qui est sur le point d'être terminée, si ce n'est pas déjà le cas. On m'a dit que cet été, les résultats seraient connus. D'ailleurs, moi, je vais visiter la semaine prochaine le chantier de l'hôpital pour voir où on en est rendu, parce qu'on a entendu plein de choses là-dessus. Là, donc, je veux voir de mes yeux vus où on est rendu. Là. Donc, dans le cas il y a une étude qui est en train de se faire pour transférer le centre mère-enfant qui était projeté d'être au 2e étage de l'hôpital, donc de le mettre dans l'espace libéré par le laboratoire. Et si c'est ça, ça occuperait l'espace libéré par le laboratoire, ce qui remettrait le problème à plus tard parce que là, on aurait un espace qui était prévu au 2e étage pour le centre mère-enfant pour un projet qu'on ne sait pas encore. Moi, j'ai quelques idées, j'ai soumis des choses, mais moi, ce que je crois, c'est que il n'est peut-être pas encore trop tard. Le laboratoire, je crois que de continuer à s'entêter, de l'envoyer, puis on le voit un peu partout dans toutes les régions du Québec, de s'envoyer. Des nouvelles émanant de, je pense, c'est Sorel ou même de Valleyfield. Les gens s'opposent partout. Sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la même chose, en Bas-Saint-Laurent. Ça se fait partout au Québec, ça, la centralisation, c'est Optilab. Là. Mais ici, à Saint-Jean, on a entendu parler avant tout le monde parce qu'on avait des travaux à l'hôpital qui ont été arrêtés. Mais moi, ce que je crois, c'est que pour la sécurité des gens, pour la rapidité pour les soins de santé, je crois qu'il faut quand même maintenir un laboratoire significatif à Saint-Jean pour qu'on ne transfère pas tout à Charlemagne, pour s'assurer qu'on puisse aider vraiment puis soigner les gens rapidement à Saint-Jean. Les gens attendent déjà assez longtemps à l'hôpital. Si en plus, il faut ajouter des délais puis des complexités à cause du transfert du laboratoire à Charlemagne, je crois qu'on n'est pas dans la bonne voie. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux en matière de santé dans le comté, en regard ou non avec les travaux d'agrandissement ou les travaux futurs? Bien, l'enjeu, c'est les médecins de famille. Oui. Bon, ça, il faut le mentionner. Les super-cliniques? Bien, il y a 2 super-cliniques qui vont avoir lieu sur notre territoire de la circonscription. Encore faut-il que les médecins veulent y aller. Exact. C'est pas fait. Mais en même temps, je pense que le ministre Barrette semble être assez déterminé pour le faire. Puis je pourrais ajouter en marge, avec tous les bonus et les primes qu'ils ont reçus dans les dernières années, je crois qu'ils peuvent aussi accepter d'avoir des patients. Donc, il y aura une à Midi-Soleil qui existe déjà, mais qui sera davantage de services, et une autre sur le territoire qui est plus le coin de quartier Normandie, donc près de l'hôpital, et Saint-Luc. Donc, il y aura une nouvelle clinique là. Et on a inauguré l'UMF, donc l'unité de médecine familiale, qui est pour la formation des médecins de famille, pour faire en sorte... Puis il y a un beau projet de coop aussi à Saint-Blaise-sur-Richelieu pour avoir des médecins de famille aussi, que je donne un coup de main dans ce dossier-là. Donc, pour les médecins de famille, on travaille fort, mais on a encore du chemin à faire. En terminant, est-ce que vous êtes triste de voir que le projet de train de banlieue semble vraiment, mais vraiment mort et enterré? C'est sûr que moi, j'ai travaillé depuis le début. J'ai un des premiers à avoir cru au projet. Je crois toujours que ce serait une bonne façon d'aider les gens à se transporter vers Montréal. Mais je crois que le projet de voie réservée sur l'autoroute 10 que j'avais proposé à l'heure de la dernière campagne électorale et qui est en train de se faire construire actuellement sur l'autoroute 10. Donc, moi, je suis fier de voir qu'un de mes engagements est en train de se réaliser, qui va aussi aider les gens. Mais le train de banlieue, pour l'instant, effectivement, là, pour au moins une décennie, je pense que c'est mis de côté. Là. Que va faire le député durant l'été? Bien, je vais profiter pour rencontrer plus les citoyens, faire des activités, puis aussi, je dois le dire, prendre un peu de vacances.
Et après ça, retour à l'automne au Parlement, Exact. mi-septembre. Exact, mi-septembre, le 20 septembre au Parlement. Mais aussi, vous savez qu'on aura un travail pour la course à la chefferie. Donc, ça se peut que les gens me voient en porte-à-porte pour vendre des cartes de membres du Parti québécois. Ça se peut. Dave Turcotte, merci beaucoup. Merci. Bon été. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. C'est quoi, François, cette semaine? Tu voulais faire un mystère, un invité mystère? Si je te parle de mini-pot, Alex. Ah, là, ça me donne une bonne idée. La légende Carl Carmoni est avec nous cette semaine. Manquez pas ça. Télévision du Haut-Richelieu. Un mot pour vous dire qu'à l'occasion de la Fête nationale et de la Fête du Canada, 24 juin, 1er juillet, il n'y a aucun changement à l'horaire des collectes, autant pour les ordures que pour le recyclage. Entre-temps, je vous le rappelle, si vous désirez me joindre, vous le faites par courriel, c'est plus rapide, plus efficace. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.